Bonsoir à tous et bienvenue sur Mediapart si vous nous rejoignez pour ce Mediapart Live. Sachez que vous avez jusqu'à minuit pour profiter de l'offre Mediapart. Cette offre, c'est quoi? C'est 4 mois d'abonnement pour 19 €. Sachez que Mediapart fonctionne uniquement avec vous, actuels ou futurs abonnés. Une seule chose à faire, s'abonner. Et jusqu'à minuit, sachez aussi que tous les articles, toutes les enquêtes ainsi que toutes les archives de Mediapart vous sont accessibles. Donc une raison de plus pour s'abonner. Tout au long de l'heure qui va venir, nous allons discuter des 3 enquêtes, de 3 de nos enquêtes en cours et faire le point en effet sur leur évolution au programme. L'Église face au scandale de pédophilie et de violences sexuelles, à suivre le gros caillou dans la chaussure de Benyamin Netanyahou, pris dans l'affaire du CO2. Et pour commencer, retour sur Notre-Dame-des-Landes. Petit rappel des faits pour bien contextualiser Notre-Dame-des-Landes. Sachez que le 26 juin aura lieu une consultation des électeurs de Loire-Atlantique pour savoir s'il faut transférer l'actuel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En réalité, le sujet caché de cette consultation, c'est la ZAD, cette zone occupée par les opposants. L'évacuation de la ZAD, c'est l'argument principal des partisans de l'aéroport. Sachez que Manuel Valls, pour rappel, a déjà dit 2 fois qu'il procéderait à l'évacuation de la ZAD et quel que soit le résultat de cette consultation. Et enfin, à noter que François Hollande a déclaré que les violences qui sont liées à la loi travail viennent des zadistes. Par conséquent, la ZAD est devenue un sujet de politique gouvernementale. Mais le grand public ne sait pas vraiment ce que c'est. Il n'a qu'une seule représentation. Les images télévisées montrant des affrontements entre hommes cagoulés et forces de l'ordre. Avec moi pour en parler sur ce plateau, Marc, qui est un habitant de la ZAD, pardon. Bonsoir Marc. Théo, cette fois-ci de ce côté, membre d'un comité de soutien. Et Jade Lingard, qui suit ce dossier pour Mediapart depuis le début. Bonsoir à tous les 3. Jade, on peut peut-être commencer par demander à nos invités pourquoi ils sont... Oui. Si on reprend l'histoire depuis le début, puisque cette zone, cette ZAD, c'est aujourd'hui pour ses occupants la zone à défendre, cette zone de lutte, elle est occupée depuis 2009. À peu près. Donc première question, peut-être à Marc, pour commencer, pourquoi occupez-vous la ZAD? Eh ben, déjà, il faut se rappeler que c'est une lutte qui est vieille depuis plus de 40 ans, en fait. La zone d'aménagement différé a été décidée, le projet d'aéroport a été projeté par le gouvernement au début des années 70. Donc, il y a plusieurs décennies de luttes qui précèdent l'arrivée d'occupants sur la ZAD. Des luttes qui ont été menées par les paysans qui étaient impactés par le projet d'aéroport, puis par des associations locales, des associations de la région, qui ont démonté petit à petit les arguments des pro-aéroports sur différents principes, le gaspillage d'argent public, les questions de démocratie, les questions environnementales, etc. Et puis, les procédures ont continué, le projet d'aéroport avançait, les premiers travaux s'annonçaient. Et là, à ce moment-là, il y avait une pression sur les paysans et habitants historiques de la zone pour qu'ils partent, c'est-à-dire que le Conseil général rachetait les terres, poussait les gens à partir, etc. Et qu'à ce moment-là, il y a des habitants, voyant la zone se dépeupler, voyant la menace se préciser, qui se sont dit, en fait, pour défendre cette zone, on a besoin d'être renforcé par de nouveaux venus. C'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur dans la région, qui est en train de devenir un mouvement populaire. Mais en fait, sur place, il faut qu'on soit en capacité de continuer à cultiver la zone, de continuer à l'habiter, de la défendre face aux premiers travaux, face aux forages préliminaires. Et du coup, en 2009, il y a eu un appel d'occupants de la zone, l'appel à venir habiter la ZAD. Et à ce moment-là, il y a des gens comme moi, comme plein d'autres, qui sont à la croisée de différents enjeux politiques, qui se préoccupent de questions de réchauffement climatique, qui se préoccupent de trouver des formes de vie qui sortent un peu de la consommation, de l'individualisme, qui ont envie de tenter des formes de vie collective, qui se disent en fait un peu le monde dans lequel on est va droit dans le mur, il faut sortir du tout libéral, de la marchandisation du vivant, etc. Et là, il y a un espace de lutte, et la manière dont on pourrait rejoindre cet espace de lutte, c'est effectivement en venant l'habiter. Et dans les premières années, quelques dizaines de personnes arrivent de manière plus ou moins éparse, soit viennent s'installer dans des fermes qui étaient laissées à l'abandon puisque leurs précédents occupants avaient été mis dehors sous la pression, soit qui commencent à construire des cabanes, alors par des autoconstructions d'abord
agriculteurs plus ou moins précaires sur place, qui construisent des cabanes au sol, dans les arbres, et qui commencent à s'engager aux côtés des associations, aux côtés des paysans dans cette lutte-là. Et dans les premières années, avant 2012, qui a marqué un point charnière avec une attaque policière d'ampleur, avant 2012, l'occupation, c'est finalement rencontrer les gens, rencontrer les paysans de la région qui se battent là depuis des années, commencer à des premières cultures, des premiers projets maraîchers, et puis s'opposer sur le terrain aux travaux. C'est-à-dire, quand les machines arrivent, s'opposer au forage, quand il y a des repérages qui sont faits pour justifier la construction de l'aéroport avec des projets de compensation environnementale, dire ça c'est pas possible, c'est une légitimation du projet d'aéroport, on ne laissera pas faire, etc. Et là, il y a un peu une rencontre entre différentes manières de lutter, des gens qui sont plus partisans de l'action directe, des gens qui ont fait des recours juridiques pendant des années, des gens pour qui la lutte c'est de continuer à cultiver la ZAD. Et puis il y a un espèce de bouillonnement qui se fait entre ces différentes pratiques qui est assez fertile. Et le moment en fait où il va y avoir un peu une explosion de tout ça et qui va changer définitivement le visage de la lutte, c'est le moment où en fait le gouvernement se dit là on va démarrer les travaux. La première mesure pour pouvoir démarrer les travaux c'est de mettre dehors les occupants illégaux, sachant que les occupants historiques étaient protégés par une action de grève de la faim qu'ils avaient fait en 2012. Et à ce moment-là, 2000 policiers déferlent sur la zone à défendre. Et là, pendant des mois, enfin pendant plusieurs semaines, en fait, il va y avoir un mouvement de résistance, d'abord mené par les occupants, avec le soutien des paysans, des associations, des gens qui étaient les premiers concernés, et des formes de résistance qui vont passer par tout un tas de pratiques. Ça va être des gens qui résistent depuis des cabanes dans les arbres, des gens qui font des barricades, des gens qui s'allongent sur les routes, du ravitaillement qui est amené par tout un tas de personnes dans la région. Et là, de manière tout à fait improbable, tout d'un coup arrive à se dessiner l'espoir qu'il n'y a pas une fatalité à se faire écraser par la police, par les tractopelles, et qu'il y a effectivement une espèce de ferment populaire, de soutien qui est là, et une possibilité de résistance, d'autant plus qu'on avait promis longtemps avant l'action policière, l'action d'expulsion, qu'en cas d'expulsion, 3 semaines plus tard, on retournerait sur la zone si on s'en était fait expulser par une manifestation massive. Et là, surprise, il y a 40 000 personnes le 17 novembre 2012 qui retournent sur la zone et qui en un week-end construisent un village de cabanes avec une salle de réunion, une cuisine, des dortoirs, etc. Tout un tas de structures collectives. Et là, une semaine après, le gouvernement continue à essayer d'expulser la zone, mais face au mouvement populaire, au mouvement de résistance, à la pression politique, ils abandonnent l'opération César. Et c'est à ce moment-là que commence à se dessiner pour nous l'espoir qu'il soit possible de mettre fin à ce projet d'aéroport, l'espoir d'une victoire, l'espoir de gagner, et l'espoir aussi de pouvoir se projeter à long terme dans l'idée d'habiter la zone, de la cultiver et de continuer à la défendre. Ce qu'on peut peut-être dire tout de suite, c'est que la ZAD, c'est une zone très étendue. C'est environ 1800 hectares, donc c'est un très grand espace. Et avant de donner la parole à Théo pour raconter peut-être un peu parce qu'il en connaît, de comment on vit sur la ZAD, qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'on y fait au fond. On a composé cette carte à partir en fait d'une carte qui vient d'un livre qui s'appelle Contrées, qui a été écrit par un collectif, le collectif Mauvaise Troupe, et qui est une compilation en fait, de récits, de témoignages de lutte entre la lutte des opposants à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et les luttes des opposants à la ligne de train à grande vitesse dans le Val de Suse, en Italie. Et donc dans Contrées, on trouve cette carte qui est une première indication de ce qu'est le fourmillement créatif finalement qu'on trouve sur la ZAD, cet ensemble de collectifs qui chacun, je ne sais pas si on voit bien, qui chacun ont un nom. Alors là, on a mis en bleu la vacherie, qui est un des lieux historiques de la ZAD, qui est un lieu partagé, qui est vraiment un lieu partagé par les paysans historiques et puis par les occupants qui sont venus ensuite. En jaune, on voit la forêt de Roanne et la Châtaigneraie, qui ont été deux des lieux sur lesquels des affrontements importants ont eu lieu en 2012 lors de la tentative d'évacuation dont Marc parlait. Et puis en rose, la Roseraie, qui est sans doute l'un des lieux les plus anciens d'occupation, mais ils sont tous en fait aussi importants les uns que les autres. Donc Théo, en tant que bon connaisseur de cette zone, comment est-ce que vous pourriez nous décrire le mode de vie sur la ZAD ? Moi, j'y habite pas, alors je sais peut-être pas moi le mieux placé pour en parler. Peut-être que Marc pourra nous expliquer. Marc, et puis après vous reprendrez la parole. Ok, alors j'en dis quelques mots pour se le représenter spatialement. En fait, c'est une zone de 10 km de long sur 2 km de large. C'est du bocage, c'est relativement plat. Il y a des bouts de bois, de friches, des champs. C'est une zone qui a eu la chance d'être préservée paradoxalement grâce au projet d'aéroport qui
qui a fait que les terres étaient gelées et qu'il n'y a pas eu les remembrements classiques qui poussent à l'agriculture productiviste. Donc on est encore sur des petites parcelles avec aussi du coup tout un tas d'espèces vivantes, naturelles, animales, végétales qui ont été préservées. Et sur cette ZAD, à l'heure actuelle, il y a encore quelques paysans habitants historiques qui ont résisté, qui sont toujours là, qui exploitent toujours leurs fermes, qui habitent toujours sur place et qui donc ont été rejoints par environ 200-300 personnes qui habitent là en permanence, avec tout le passage, le soutien, la circulation qu'il peut y avoir en permanence. Et ces personnes, on va dire les personnes qui sont venues avec le mouvement d'occupation, elles sont réparties sur une soixantaine de lieux de vie. Ces lieux de vie, généralement, c'est des espaces de vie collective. Après, il y a des gens qui habitent de façon individuelle et tout seul. Ça peut être un regroupement de cabanes, ça peut être une dizaine de personnes qui habitent dans une ferme. Des fois, ces espaces, c'est des espaces simplement à vocation d'habitation. Et très souvent, c'est aussi des espaces dans lesquels sont installés, se regroupent des structures d'organisation collective, matérielle, culturelle, sociale de la zone. Alors, par exemple, si on va aux Fosses Noires, on va se retrouver dans un endroit où il y a une brasserie, une boulangerie, un espace médical, un espace d'accueil et un dortoir pour des gens qui viennent visiter la zone ou qui viennent pour des actions ou rassemblements ou autres. On va aller un peu plus loin à la ferme de la Grée. Là, on va avoir une zone de gratuité avec des habits qu'on peut prendre comme ça, qui sont donnés, un mur d'escalade, un studio d'enregistrement de rap et un espace d'écriture. On va aller encore un peu plus loin à la Wardine et là, on se retrouve dans un endroit où il y a une salle de concert, ce qu'on pourrait dire un peu la MJC de la ZAD, un endroit aussi où on va discuter autour de bouquins, faire des projections de films, mais qui pourra se transformer tel jour en atelier soudure, un espace pour les enfants, un atelier de danse, des espaces comme ça. Puis on va aller encore un peu plus loin à l'ouest de la zone et on va se retrouver à Saint-Jean-du-Tertre où il y a une meunerie, un atelier mécanique pour réparer les tracteurs et les machines qui servent à cultiver collectivement les terres. Et voilà, je pourrais continuer comme ça sur cette soixantaine de lieux de vie. Du coup, il y a différents types de projets. L'idée, c'est de se réapproprier la production pour nous autres occupants et puis de plus en plus, depuis 2012, du coup, en collaboration avec les paysans de la région impliqués dans la lutte, déjà sur des questions agricoles. Pourquoi ? Parce que c'est des terres qui, de base, étaient d'usage agricole. Du coup, progressivement, en fait, il y a eu ces rencontres assez extraordinaires pendant le moment des expulsions, où en fait, les paysans sont venus faire des barricades avec nous, protéger des fermes, enchaîner leurs tracteurs. Et puis là, ça peut être des journées, des nuits d'attente. Alors ça chante, ça danse, ça discute, mais ça discute aussi de l'avenir de la ZAD avec l'idée de victoire et l'idée qu'en fait, tout d'un coup, on pourrait sortir ces terres de leur usage classique ou de l'agriculture productivistes ou de l'aéroport dans lesquels on voudrait pour lequel on voudrait les détruire et qu'on pourrait tout d'un coup remettre en culture collectivement ces terres sous d'autres formes, non marchandes, locales, etc., respectueuses aussi du bocage. Donc, par rapport à ça, il y a effectivement maintenant plusieurs centaines d'hectares qui sont cultivés collectivement, avec aussi des espaces de transformation. Donc il y a 3 boulangeries, de la meunerie, un espace de conserverie. Mais il y a aussi ces espaces de production autres, qui peut être de la production sociale, culturelle, etc. Il y a des espaces de redistribution de ce qui est produit de manière collective en termes alimentaires. Il y a un non-marché qui a lieu chaque vendredi où les gens peuvent venir chercher de la nourriture, du pain, des fromages qui sont produits sur la zone, des légumes à prix libre, qui sert à la fois pour les habitants, mais aussi pour des gens qui habitent dans le coin, dans la région, qui viennent chercher des légumes ou voilà, des productions alimentaires de la ZAD. Il y a une partie de ce qui est produit sur la ZAD qui va servir à ravitailler par exemple des squats de sans-papiers à Nantes ou des cantines dans des projets collectifs ou associatifs de la région. Et puis il y a aussi des espaces où se met en place ce qui sert aux structures d'organisation collective de la zone. Par exemple, il y a un journal qui est produit chaque semaine sur la ZAD, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres dans les 60 lieux de vie de la ZAD, où chacun peut écrire des textes, faire des comptes rendus de réunion, annoncer ses chantiers, ses activités. Il y a une radio libre aussi qui couvre la ZAD, sur lequel il y a autant des discussions, des émissions, de la musique, etc. Et puis il y a des groupes qui vont bosser sur... Parce qu'on est dans un espace en lutte, on n'est pas simplement dans un espace de vie coupé du monde qui essaye d'inventer une société utopique, on est dans un espace relativement circulant et dans lequel aussi en permanence on pense à inventer d'autres formes de vie qui nous semblent plus belles et désirables, mais dans lequel on est aussi tout le temps en train de penser le rapport de force et la défense de la zone. Théo, un des slogans des opposants à la construction de l'aéroport à Notre-Dame-de-Lande, c'est « Contre l'aéroport et son monde ». Quel serait le monde de la ZAD, de votre point de vue ? Le contre l'aéroport et son monde, ça veut dire quand même à un moment donné que derrière l'aéroport, il y a aussi une logique économique, donc il faudrait peut-être partir de là, qui ne convient pas aux opposants et aux opposantes. Je crois que beaucoup des gens qui sont lancés dans cette lutte, c'est des gens qui ont trouvé là une prise de rentrée un petit peu en lutte contre le système économique qui nous oppresse, contre le capitalisme en fait, contre un monde qui voudrait que tout ait une valeur marchande.
qui voudrait que c'est plus important que quelques riches circulent plus rapidement et gagnent quelques dizaines de minutes sur un temps de trajet que le maintien de terres agricoles. Et je crois que ce qui joue dans cette lutte, c'est qu'il y a 10 millions de raisons en fait, d'être contre cet aéroport et contre son monde. Et que ça, c'est la première chose. Les gens qui rentrent en lutte ensemble, ils rentrent en lutte parce qu'ils arrivent à trouver un espace où ils ont prise à un moment où le monde nous renvoie une espèce de fatalité, où en fait la seule destinée qui nous attendrait, ça serait le travail et puis surtout le chômage. Et contre cette espèce de fatalité du salariat, des élections politiques qui se ressemblent avec des droites et des gauches qui se ressemblent de plus en plus, et bien là, à Notre-Dame-des-Landes, il y a une lutte où des gens disent en fait, nous on est sur un territoire et on ne va pas faire que y habiter, on va aussi y lutter. Et je crois que ce qui nous porte, nous, comité de soutien dans cette lutte, c'est cette capacité qu'on a vue sur la zone à reprendre sa vie en main. À dire, en fait, on ne va pas attendre que le salut vienne d'immanence religieuse, du bon Dieu ou de la police ou même de politiciens ou même du parti écologiste, puisque dans le 44, ça fait partie des pires en plus, des gens qui se servent de cette lutte souvent de manière très électoraliste. Non, là, on a des gens qui disent, nous, on va être en prise sur du réel, et le réel, c'est défendre ce territoire avec celles et ceux qui l'habitent. Et c'est aussi l'une des forces de cette lutte. Je crois que c'est ça qui fait que la ZAD, elle a aussi beaucoup porté. C'est cette espèce d'intelligence tactique au départ, qui était de dire que cette lutte, elle ne peut pas se gagner seule, et qui faisait que se rejoignaient sur cette lutte des gens qui viennent d'une mouvance autonome, anti-autoritaire, des gens qui viennent du monde paysan, y compris des gens qui étaient souvent dans des logiques assez productivistes, des habitants du coin, des gens qui ont été révoltés en tant que riverains par la destruction projetée de leur environnement, des lieux dans lesquels ils se promènent, où ils vont ramasser des champignons, mais aussi des naturalistes en lutte, et puis des gens engagés partout qui se disent, à un moment donné, mais c'est pas possible, faut qu'un endroit, un espace, on dise non, on dit stop, il y en a marre, et qu'on se reprenne en main. Et c'est ça le monde que projette la ZAD, en fait. Un monde dans lequel on arrête d'attendre que les gens décident à notre place, et dans lequel, ensemble, on construit un avenir désirable. Et c'est ça qu'on porte dans les comités de soutien, cette envie de... Il y a 200 comités de soutien qui se sont créés à partir de l'opération César que décrivait Marc tout à l'heure, qui sont partout en France, qui sont vigilants, qui savent qu'au-delà du référendum et de cette mascarade-là électorale, il y a les dangers dont tu parlais tout à l'heure, de retour d'expulsion, et qui seront prêts à se mobiliser, qui sont déjà organisés d'ailleurs pour aller occuper des lieux de pouvoir, pour bloquer les flux de circulation, si le pouvoir avait en tête de s'entêter à vouloir construire cet aéroport ou à vouloir expulser les occupants et occupantes de la ZAD. Comment expliquez-vous tous les deux que le grand public connaisse mal la ZAD, ses actions, ce qui s'y passe? Jade a évoqué tout à l'heure Contrée du collectif Mauvaise Troupe. Il y a aussi Défendre la ZAD qui est une bonne lecture pour mieux comprendre. Comment est-ce que vous expliquez cette méconnaissance du grand public ou en tout cas sa vision partielle des zadistes comme des hommes cagoulés, je le disais, qui font face aux forces de police dans les images du JT de 20h? Bon, déjà, les images du JT de 20h, effectivement, elles sont partiales. Elles ne sont pas uniquement fausses, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où il y a 2000 policiers qui débarquent sur la zone, il y a des personnes qui font des barricades, qui se défendent physiquement, qui empêchent la police d'arriver, qui parfois se massent parce qu'elles n'ont pas envie d'être reconnues et réprimées derrière, mais que ces mêmes personnes, le lendemain ou en même temps ou des mois après, vont se retrouver aussi à faire des cultures, à construire des maisons, à vivre de manière tout à fait différente. On ne vit pas tout le temps en combat et derrière des barricades, fort heureusement, même si on sait que s'ils reviennent, on sera capable de nouveau de le faire, et avec l'ensemble du mouvement, des vieux, des jeunes, enfin tout le monde, quoi. Je veux dire, les barricades n'étaient pas tenues simplement par des jeunes radicaux masqués. Ça, c'est une première chose. Après, je pense que quand on est en capacité, comme ça a été le cas en janvier et février, face à des menaces, face à des nouveaux procès qui étaient faits pour faire partir les paysans historiques, de faire
faire venir en 10 jours 20 000 personnes sur la rocade de Nantes, de rester sur le pont avec des tracteurs enchaînés, et un mois plus tard de faire venir 60 000 personnes sur les 4 voies autour de la ZAD pour dire on défendra coûte que coûte avec tout ce monde-là et bien plus encore la ZAD s'il est de nouveau menacé. On voit que c'est aussi un mouvement qui est quand même relativement populaire avec un tas de gens, des dizaines de milliers de personnes qui savent pourquoi elles sont là et qui savent ce qu'elles défendent. C'est-à-dire ce qu'elles défendent, c'est effectivement elles sont là pour un non à l'aéroport, mais aussi de plus en plus pour l'avenir de la ZAD, pour l'espoir que porte une zone plus libre, une zone d'expérimentation sociale et politique. Et ça, c'est super important. Et après, effectivement, il y a aussi, et c'est le jeu des politiciens et des pro-aéroports, des opérations de déformation constantes, c'est-à-dire des mensonges, des faits divers qui sont montés en épingle, etc. Et c'est sûr qu'ils visent à diaboliser les dix-zadistes, à les stigmatiser, à créer une espèce de figure caricaturale et folklorique autour des occupants. Et je pense qu'après, nous, ce sur quoi on compte, c'est sûr que des fois on se sent un peu faible face à tout ce rouleau compresseur médiatique et politique. On n'a pas le même statut, on n'a pas la même audience que M. Retailleau, président de région. Mais pourtant, par les rencontres réelles, concrètes, par le bouche à oreille, par l'ensemble de personnes qu'on invite régulièrement à des chantiers, à des fêtes sur la ZAD, il y a aussi une toute autre image de la ZAD, de ce qu'elle porte réellement, qui se répand dans la région et que les gens connaissent de plus en plus. Et c'est ça qu'ils cherchent à défendre aujourd'hui. Tous les deux, est-ce que vous allez voter le 26 juin à la consultation ? Alors non, parce que pour voter, il faut être habitant en Loire-Atlantique. Enfin, on pourra revenir sans doute sur le choix de la zone. Mais comme moi, j'habite pas là-bas, je ne voterai certainement pas là-bas. Si j'y habitais, je ne serais pas allé voter, cependant. Hein. Et vous, Marc, vous allez boycotter cette consultation ? Alors, il n'y a pas d'appel au boycott de cette consultation de la part du mouvement. Il y a une partie du mouvement qui s'est engagée de manière très forte dans la campagne, non pas parce qu'elle croyait que c'était un signe d'écoute, de bienveillance, de réel désir démocratique du gouvernement. Je pense que tout le mouvement l'a dit. C'est quand même une opération d'enfumage. À un moment où le gouvernement est acculé par un rapport de force, par un mouvement populaire qui ne sait pas comment faire autrement, et une opération d'enfumage sur laquelle on n'est en aucun cas à armes égales. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens financiers, politiques, médiatiques de mener réellement campagne, les gens qui posent la question, les gens qui choisissent le périmètre, c'est pas les opposants, mais c'est bel et bien les pro-aéroports. Donc à un moment, effectivement, il y a un leurre, il y a un jeu de dupes qu'on appelle dans ce cas-là démocratie et qui pour nous n'est qu'un faux semblant et n'est pas réellement une affaire de démocratie. Après, il y a une partie du mouvement qui s'est dit, c'est une tribune comme une autre, ce sera une étape, que ce soit oui ou non, vu le leurre que ça représente, de toute façon, la lutte va continuer et là-dessus, on est tous d'accord. Et il y a une partie du mouvement dans laquelle je suis plus impliqué qui se dit, nous, notre affaire, c'est de continuer à défendre des pratiques, des idées bien réelles sur le terrain, continuer à construire l'avenir, continuer à construire la lutte. Et c'est finalement ce dans quoi on se retrouve le plus à même d'être un peu efficace, joyeux et de faire ce qui nous ressemble. Et c'est ça dont on se préoccupe avant et après le 26 juin. Et si cette consultation, vous êtes défavorable ? Si le oui à l'aéroport l'emporte le 26 juin, qu'est-ce qui se passe sur la ZAD ? Pour l'ensemble du mouvement, si le oui l'emporte, c'est très clair. On a démontré en quoi, je le disais, c'était une opération d'enfumage et une mascarade. On verra bien quel est le résultat, mais dans tous les cas, que ce soit les paysans historiques ou les occupants, personne ne partira. L'ensemble des associations pro-aéroports, des naturalistes en lutte, à la CIPA, aux paysans de Copain, on s'est tous engagés à dire, en fait, c'est une étape, la lutte se poursuit, on ne va pas se faire avoir par cette opération-là, on va voir ce que ça donne. Si c'est le non qui l'emporte, peut-être, on ne sait pas, que le gouvernement tiendra parole et mettra fin au projet d'aéroport. Dans ce cas-là, c'est aussi une nouvelle étape de la lutte qui s'engagera. Ce sera une nouvelle étape pour que, en fait, ce que devient la ZAD soit de nouveau, enfin, pour poursuivre, en fait, le processus engagé. Il y a un texte qui a été assez important pour nous, qui s'est dégagé, en fait, de discussions pendant 2 ans sur la ZAD, entre les associations, les habitants historiques, les paysans, les occupants, pour dire, en cas d'abandon du projet d'aéroport, on veut que tout le monde reste, on veut que l'expérience culturelle, sociale, politique qui s'est amorcée sur la ZAD puisse continuer, que les terres qui seraient préservées, qu'on a défendues pendant des années, soient prises en charge par le mouvement anti-aéroport, que des cultures collectives continuent, qu'on continue à sortir tendanciellement cette zone de la marchandisation du monde et du vivant. Et c'est ça qui nous importe, et c'est ça qu'on va continuer à mettre en place, à mettre en œuvre, que ce soit le oui ou le non qui l'emporte le 26 juin. Donc vous restez ? Ah oui, tout à fait, oui. Bon, merci à tous les deux, merci Jaline Garde.